Malgré les progrès de la recherche scientifique, les sismologues sont incapables de détecter cette menace mortelle à temps. On peut dire qu'à l'heure actuelle, la plupart des sismologues ne croient pas à la possibilité de créer un système de prévision des tremblements de terre. Il y a cependant des signes que les sismologues ont ignorés jusqu'à présent. Les serpents se tapaient la tête contre les murs jusqu'au sang. En Chine, on sensibilise les enfants au comportement inhabituel des animaux avant un tremblement de terre. Quelle est la part de vérité des anecdotes et légendes sur ce sujet? Tout ce que ressentent les animaux est mesurable. Quelques chercheurs isolés ont tenté de découvrir comment les animaux réagissent au mouvement des plaques tectoniques. Ils ont pu observer des phénomènes ignorés de la sismologie jusqu'à présent. Certains doutent de la validité de mes recherches. Les animaux pourraient-ils à l'avenir jouer un rôle important dans la prévision sismique? Le 4 mars 2011, un drame a lieu dans la province de Kashima, située au nord-est de Tokyo. 50 dauphins d'électre s'échouent sur la plage. Des bénévoles tentent de venir à leur secours. Pour la plupart des animaux, il est déjà trop tard. Une semaine plus tard, le Japon est frappé par le tremblement de terre le plus puissant de son histoire, d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter. Deux heures plus tard à peine, un tsunami frappe la côte est de plein fouet, précipitant 20 000 personnes dans la mort. Le Japon se situe à la jonction de 4 plaques tectoniques. C'est l'un des pays les plus exposés au séisme. Plus de 127 millions d'êtres humains vivent dans cette zone de faille géologique. Avant les tremblements de terre, on relève souvent une succession d'événements inhabituels. À Osaka, un chercheur analyse les comptes rendus de ces phénomènes. Je m'appelle Chihiro Yamanaka. Je suis professeur associé à l'université d'Osaka. Je vis à Kobe et j'ai été témoin du grand tremblement de terre de 1995 qui a eu lieu là-bas. À l'époque, on a fait état de nombreux phénomènes qui ont préludé à la catastrophe. Cela a éveillé ma curiosité. J'ai alors décidé d'étudier ces faits de manière scientifique. Les dauphins n'ont pas été les seuls à agir de façon anormale en mars 2011. D'autres animaux ont eu un comportement pour le moins étrange. Un témoin a observé des taupes et des serpents morts de froid dans les champs à peu près une semaine avant le tremblement de terre. À Taïwan, des habitants ont constaté des réactions anormales chez les animaux avant le tremblement de terre de 1999. Les autorités qualifient ces témoignages de fantaisistes, mais pour le géographe Jiang Jinghong, ils représentent un réel intérêt. Beaucoup d'animaux se sont comportés de manière très bizarre avant le tremblement de terre. J'ai étudié plusieurs récits d'habitants. On y relate que certains animaux ont fui, d'autres se sont réfugiés dans les hauteurs, d'autres encore se sont cachés sous terre ou ont plongé dans les profondeurs. Des poissons ont sauté hors de leur bassin, à l'air libre. Il faut bien admettre qu'à ce jour, les instruments de mesure et les études scientifiques ne permettent pas à eux seuls de comprendre l'apparition des tremblements de terre. Certains habitants des Alpes italiennes ont fait le même type d'observation, juste avant que leur village ne soit détruit par un tremblement de terre en 1976. Comment expliquer ces phénomènes? Helmut Tribuch, professeur de physique et chimie, s'est posé la question. En tant que scientifique, j'étais plutôt sceptique. Je me suis dit qu'il pouvait s'agir d'une réaction purement psychologique de la population face au tremblement de terre.
J'ai pris la décision d'élucider ce mystère. Je voulais savoir si on était réellement en présence d'un phénomène naturel. Je suis donc allé interroger les habitants et je me suis penché de plus près sur d'anciens témoignages. Helmut Tributsch retrouve 2 paysans des environs. À l'époque, ils avaient été témoins de ces événements. Les vaches ne mangeaient plus. Je ne pouvais rien faire. Elles ne faisaient que sauter dans tous les sens et refusaient toute nourriture. Elles n'ont pas touché à leur fourrage jusqu'au lendemain. Certaines vaches se sont même étranglées. D'après mon cousin, juste avant le tremblement de terre, elles ont essayé de s'enfuir. Elles tiraient sur leur chaîne jusqu'à s'asphyxier. 8 vaches sont mortes de cette façon. Personne ne peut oublier une telle expérience. Les animaux nous mettent en garde, mais nous ne savons pas interpréter ces signes. Nous ne sommes pas capables d'en déduire qu'un tremblement de terre approche. Le professeur Tributsch a voyagé dans le monde entier pour recueillir des informations et des témoignages. Des recherches qu'il mène de sa propre initiative, sans aide extérieure. Je n'ai jamais reçu aucune subvention publique pour ce travail. D'autres scientifiques ont fait la même expérience. En fait, c'est une sorte de recherche passe-temps. Mais dans la mesure où beaucoup d'êtres humains périssent lors de telles catastrophes, il serait utile d'investir un peu d'argent dans ce type de recherche afin d'analyser des phénomènes complètement ignorés sur le plan scientifique. Dans la région de Nanning, à forte activité sismique, on pratique l'élevage de serpents. Ils constituent un mets de choix, mais ils représentent bien plus encore. Ils sont de véritables détecteurs de tremblements de terre. Je travaille avec les serpents depuis plus de 20 ans et je connais très bien leur caractère et leur comportement. En 2005, l'éleveuse de serpents fait une découverte terrifiante. Les serpents sont en proie à une panique destructrice. Beaucoup se jetaient sur les murs jusqu'à ce qu'ils soient en sang, ce qui ne les empêchait pas de continuer. Ils voulaient s'échapper pour sauver leur vie. 4 jours plus tard, la région est frappée par un tremblement de terre relativement faible, de magnitude 4,6 sur l'échelle de Richter. Les serpents avaient-ils perçu des signaux qui ont échappé aux scientifiques? Suite à cette hécatombe, les élevages de serpents sont surveillés 24 heures sur 24. Les experts du Centre d'études sismiques de Nanning ont relevé un comportement récurrent. Prenons l'exemple du grand tremblement de terre dans le Sichuan en 2008. D'habitude, les serpents mangent tous les 3-4 jours. Mais là, 10 jours avant le séisme, 10 000 serpents ont cessé de manger. Après le premier séisme, les serpents sont sortis de leur trou et ont commencé à tourner en rond. C'est là que nous avons compris qu'un autre tremblement de terre allait survenir. Le lendemain, nous avons été frappés par un séisme de magnitude 6,4. Malgré cet indice, les habitants de Sichuan sont surpris par le tremblement. Plus de 5 millions de bâtiments sont détruits. 70 000 corps sont retrouvés parmi les décombres. Si les scientifiques avaient détecté l'imminence de la catastrophe, pourquoi n'ont-ils pas averti la population? La difficulté, c'est qu'en présence d'un comportement anormal chez les serpents, nous ne sommes pas pour autant en mesure de déterminer exactement le moment, le lieu et la puissance du prochain séisme. Nous sommes encore loin de pouvoir déterminer tout cela avec précision. Mais les signes que nous transmettent les serpents ne doivent cependant pas être négligés. Ce sont des indices exceptionnels, d'une très grande valeur. Qu'est-ce qui peut bien alerter les serpents? À Hambourg, un scientifique s'intéresse aux organes sensoriels des reptiles. Je suis Guido Westhoff. Je suis zoologue et directeur de l'aquarium tropical du parc animalier Hagenbeck. Les serpents n'ont pas d'oreilles externes et sont dépourvus de tympan et d'osselets comme en possèdent les humains.
En revanche, ils ont une oreille interne très développée. Pendant longtemps, cette caractéristique nous a échappé, jusqu'au jour où on a découvert une connexion entre l'oreille interne et la mandibule. Ainsi, les serpents entendent par les vibrations ressenties au sol. En rampant, ils n'ont aucune perception visuelle de ce qui se passe au-dessus d'eux. Dès lors, comment font-ils pour recueillir des informations sur les dangers qui les guettent? Comment savoir si un bipède ou un quadrupède s'approche et d'où il vient? Comment connaître son poids et sa vitesse? À l'heure actuelle, nous savons que les serpents obtiennent toutes ces informations du sol, et c'est pour eux un avantage considérable. L'oreille interne du serpent se situe dans la boîte crânienne, comme chez l'humain, c'est-à-dire dans cette zone. Dans ce crâne de python réticulé, l'emplacement de l'oreille interne est ici. Au lieu de percevoir les ondes sonores, les serpents captent les vibrations dans leur oreille interne. Les vibrations sont tout d'abord perçues par la mandibule et transmises à l'oreille interne par le biais d'une chaîne de petits os. Une onde qui vient de droite actionnera une fraction de seconde plus tôt la partie droite de la mandibule et inversement. C'est ainsi que les serpents localisent la source du signal. Ils sont capables de percevoir les vibrations les plus infimes, y compris celles qui se manifestent lors de tremblements de terre. Un film de propagande chinois prétend même que des chercheurs ont déjà réussi à prédire un séisme à l'aide d'animaux. Février 1975. Dans le nord-est de la Chine, à Haichang, on dit que les serpents auraient quitté leurs repères hivernaux, ce qu'ils ne font jamais lorsque les températures sont négatives. Selon le film, les serpents sont morts gelés dans la neige. Que malgré le froid, de très nombreux poissons seraient remontés à la surface et qu'on pouvait même les attraper à main nue. De légers séismes prémonitoires et un changement abrupt du niveau des nappes phréatiques auraient inquiété les autorités, qui ont demandé aux habitants d'être vigilants. Ces nombreux indices auraient encouragé les autorités à faire évacuer la ville. Les secours et l'armée ont été mobilisés, des abris d'urgence mis en place. 1 million de personnes ont été transférées en lieu sûr. Les estimations prétendent que sans ces mesures exceptionnelles, 150 000 individus auraient péri ou été blessés. Peu de temps après l'évacuation, un séisme de magnitude 7,3 transforma la ville en un tas de décombres. Les sismologues de la capitale de Taïwan ne font confiance qu'à leurs appareils de mesure modernes. L'observation des animaux n'a pas sa place ici. La station de météorologie centrale compile toutes les données sismiques enregistrées par les appareils. Taïwan se trouve sur la frontière entre la plaque eurasienne et la plaque philippine. De plus, nous nous trouvons dans la ceinture de feu de l'océan Pacifique, ce qui explique les nombreux séismes qui ont lieu ici. En moyenne, chaque plaque tectonique se déplace de 2 cm par an. À Taïwan, la plaque marine est plus lourde que la plaque continentale, sous laquelle elle se glisse à une vitesse de 8 cm par an. Ce processus crée une énorme pression. Si celle-ci redescend d'un coup, un séisme a lieu, comme lors du tremblement de terre du 21 septembre 1999. L'épicentre du séisme se trouvait au cœur de la péninsule taïwanaise. La catastrophe, la plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale, a coûté la vie à plus de 2500 personnes. Malgré ce terrible bilan, la technologie sismique de Taipei suscite la fierté des Taïwanais. Nous analysons régulièrement des données sismiques, géophysiques, GPS, ionosphériques, ainsi que des relevés de nappes phréatiques. Notre technologie de prévision est tout à fait au point. Lors du séisme de 1999, nous avons pu sonner l'alarme 102 secondes avant le séisme.
La technologie actuelle permet de prévenir 2 minutes à l'avance, ce qui semble être le record mondial. Mais ceci n'a d'utilité que si la population est correctement préparée. Dans la métropole de Nanning, en Chine, on enseigne aux écoliers les consignes de sécurité en cas de tremblement de terre. Des exercices d'évacuation sont régulièrement au programme. Aux USA, on mise sur une architecture adaptée au séisme pour éviter le pire en cas de tremblement de terre violent. De plus, la Fondation géologique USGS consacre 30 millions de dollars par an à la recherche sismique. Je m'appelle David Oppenheimer et je suis sismologue à l'Institut géologique américain. Nous avons 13 réseaux de détection sismique en Californie qui sont tous reliés par Internet. La plupart des stations se trouvent en zone urbaine afin de mesurer les mouvements du sol qui endommagent des bâtiments lors de séismes. Dans le laboratoire attenant, le géologue David Lochner tente de reproduire le mécanisme du tremblement de terre à l'aide de petits blocs de roche. Aujourd'hui, nous allons simuler un petit séisme en laboratoire. Pour cela, il nous faut une faille avec 2 plaques qui frottent l'une contre l'autre. Nous allons les placer dans un caisson hyperbare et augmenter la pression jusqu'à ce que le frottement déclenche un séisme. On met d'abord les blocs de roche dans ce tube et direction le caisson. Ces expériences peuvent-elles vraiment nous renseigner sur les mouvements de plaques tectoniques continentales? À mon avis, nous ne saurons jamais prévoir les séismes d'une manière qui puisse réellement servir aux humains. Nous connaissons la localisation de la plupart des failles, ainsi que leur taux d'activité sur une durée allant jusqu'à 1 siècle. Nous savons où se trouvent les zones à risque, mais nous sommes incapables de faire des prévisions à courte échéance, même à 1 mois. Nous nous sommes efforcés d'élaborer des expériences les plus adaptées possibles. Mais nous ne pouvons pas en tirer des conclusions généralisables sur les prévisions sismiques. Les données sismiques, les mouvements de failles, les émissions de gaz, les changements de champ magnétique, aucune de ces données n'est vraiment fiable. En octobre 1989, le séisme le plus puissant depuis des décennies surprend les pouvoirs publics au beau milieu du championnat de baseball. Dans la région de San Francisco, la terre tremble pendant près de 15 secondes. Des hélicoptères filment le championnat du ciel, mais ce sont des images dramatiques qu'ils découvrent. Un homme, cependant, savait que le séisme allait survenir. Jim Birkeland était géologue dans le district de Santa Clara. Il y avait développé ses propres méthodes de prévision. En 1989, j'ai remarqué un grand nombre de signes précurseurs. 3 jours auparavant, nous avions enregistré le plus fort marnage des 3 dernières années. Par ailleurs, on a signalé un nombre record de chiens et de chats disparus. Juste avant le séisme de 1989, le nombre de chats perdus est passé de 4 à 28, un record absolu. Le nombre de chiens perdus a grimpé jusqu'à 58, également un record. 4 jours avant le séisme, il y a eu au moins 10 indices avant-coureurs. C'est là que j'ai prévenu le journal local pour sonner l'alarme. Mais personne ne prend Jim Birkeland au sérieux. Résultat, 63 personnes périssent dans les décombres.
l'appel à la vigilance dans le journal local a eu, contre toute attente, des conséquences dramatiques pour Birkeland. J'ai été suspendu de mon activité professionnelle pendant 2 mois et demi. Avoir prédit le tremblement de terre avait remué la fourmilière. Finalement, j'ai repris le travail, mais auparavant, on m'a fait jurer de ne plus jamais prédire de séisme. Trois semaines avant le séisme, d'autres données troublantes avaient été enregistrées près de l'épicentre. Cette fois, grâce à un appareil, un magnétomètre, un appareil qui mesure les champs magnétiques. Le professeur Anthony Fraser-Smith de l'université de Stanford avait été assez surpris par ces résultats. Nous étions à Corralitos pour mesurer des ondes à basse fréquence provenant de l'espace. Nous savions à quoi elles ressemblaient par expérience. Mais tout à coup, des signaux atypiques ont été enregistrés qui n'avaient de toute évidence rien à voir avec les ondes de l'espace que nous avions mesurées jusque-là. Voici les données originales du séisme d'octobre 1989. Le 5 octobre, on observe un pic environ 30 fois supérieur aux mesures habituelles qu'on observe sur tous les autres graphiques. Les signaux demeurent très élevés jusqu'à ce point ici. Lors du séisme, nous avons eu une panne de courant, d'où la chute abrupte qu'on observe ici. Mais 3 heures avant le séisme, un nouveau pic apparaît, 100 fois supérieur aux mesures habituelles. Je pense que beaucoup de scientifiques sont convaincus que les modifications de champs magnétiques indiquent l'imminence d'un séisme. Je pense que ce phénomène existe et que nous devrions faire plus de mesures pour le prouver. Je m'appelle Joseph Kirschvink et je suis professeur de géobiologie au California Institute of Technology. Il y a un phénomène que je trouve fascinant. Partout, dans différentes régions du monde, on rapporte un changement de comportement inhabituel dans les ruches d'abeilles avant les séismes. Avant le séisme, chaque abeille boit environ 60 microlitres de miel, jusqu'à ce qu'elle soit presque trop lourde pour voler. Ainsi, elle stocke le plus de miel possible afin de pouvoir reconstruire la ruche après le tremblement de terre. Voici un exemple concret d'animaux qui adoptent un comportement particulier pour minimiser les dégâts causés par le séisme. Kirschvink veut prouver que les abeilles perçoivent les modifications de champs magnétiques, ce qui pourrait expliquer le fait qu'elles peuvent prédire l'arrivée d'un tremblement de terre. Beaucoup d'animaux perçoivent les champs magnétiques. Lorsque les champs électromagnétiques changent avant un séisme, il se peut tout à fait qu'à travers la sélection naturelle, les animaux aient appris à fuir ou à se comporter de manière à se protéger. Cela est tout à fait possible. Il cherche à attirer une abeille près d'un aimant avec une solution sucrée. Une petite goutte au milieu. Comme aucune abeille n'est capable de trouver la solution sucrée toute seule, Joseph Kirschvink la met sur la voie. À présent, elle boit l'eau sucrée. Lorsqu'elle sera rassasiée, elle va voler autour de l'eau sucrée pour mémoriser le lieu. Ensuite, elle retournera à la ruche. Espérons que dans 3 ou 4 minutes, elle sera de retour pour boire à nouveau de cette irrésistible eau sucrée. En effet, l'abeille ne tarde pas à revenir. En voilà une abeille heureuse.
Que s'est-il passé au moment où l'abeille a traversé le champ magnétique modifié? L'abeille se sert du champ terrestre magnétique comme d'une boussole. De minuscules cristaux de magnétite, présents naturellement dans son abdomen, font office d'aimants. Ils sont toujours parallèles au champ magnétique et les suivent lorsqu'ils changent de sens. Cela stimule le système nerveux de l'abeille qui retransmet l'information au cerveau. L'aimant se trouve encore sous l'eau sucrée. L'abeille sera de retour sous peu. Nous allons lui jouer un tour au prochain passage. Nous allons remplacer l'eau sucrée par 2 coupelles d'eau non sucrée. L'aimant se trouve sous l'une de ces coupelles. L'abeille sera peut-être un peu désorientée par les 2 coupelles, mais elle finira par se diriger vers l'aimant pour y retrouver la source initiale d'eau sucrée. Nos essais précédents ont montré que l'abeille s'indigne du fait de trouver de l'eau à la place de l'eau sucrée. Elle va se remettre à voler pour vérifier le contenu de l'autre coupelle. Mais elle retournera vers l'aimant qu'elle associe avec l'eau sucrée. C'est ainsi qu'on peut démontrer que les animaux sont sensibles au champ magnétique. L'expérience de Joseph Kirschvink met ainsi en évidence un autre signe précurseur des séismes, les variations du champ magnétique. Un phénomène auquel les géologues s'intéressent peu. Mes confrères à l'université qui travaillent pour l'Institut de géologie américain gèrent environ 300 sismographes uniquement dans le sud de la Californie. On pourrait les assortir de quelques magnétomètres, non? Il existe plusieurs types de magnétomètres. Les géophysiciens s'en servent pour mesurer les modifications du champ magnétique terrestre à l'aide d'ondes à basse fréquence provenant de l'espace. Je m'appelle Simon Klemperer et je suis professeur de géophysique à l'université de Stanford. Nous essayons d'établir un lien entre les mouvements tectoniques et les ondes à basse fréquence. Ces ondes sont constantes et circulent dans l'ensemble de l'atmosphère terrestre. Elles sont générées par des vents solaires, traversent l'atmosphère et pénètrent même à l'intérieur de la Terre. Voici notre magnétomètre. Il mesure environ 1 mètre. On le plante verticalement dans le sol. Il est constitué d'un électroaimant ceint de milliers de tours de fil. Lorsque les ondes à basse fréquence pénètrent dans la Terre et qu'elles modifient son champ magnétique, même d'un 100 millième, une tension que l'on peut mesurer grâce à nos instruments est générée dans les fils. Quand nous constatons des signaux inhabituels, nous analysons les amplitudes et l'occurrence temporelle des signaux et essayons d'en déduire une théorie géologique expliquant ce qui se passe avant un séisme. Si un jour nous parvenons à comprendre le processus physique qui mène à un tremblement de terre, nous aurons un instrument potentiel qui pourrait servir à prévoir les séismes. Nous gérons 5 stations de mesure dans la baie de San Francisco. Mais nous n'avons que 2 chances sur 3 ou 3 chances sur 4 de connaître un grand séisme dans les 30 prochaines années. En toute vraisemblance, nous ne pourrons enregistrer qu'un seul séisme important grâce à la station avant la fin de ma carrière. Au Japon, presque chaque génération subit de grands tremblements de terre destructeurs. La religion japonaise en porte l'empreinte également. Depuis des siècles, on se rend dans ce lieu de pèlerinage pour vénérer un animal qui joue un rôle clé dans de nombreux séismes. Je m'appelle Osamu Kanayama et je suis prêtre dans le sanctuaire de Omura. Le silure joue un rôle important dans notre religion. Il est sacré, tel un dieu. Les Japonais prient pour être épargnés par les séismes violents. Une légende ancienne décrit le rôle du silure lors de séismes. Jadis, un énorme silure reposait sur les fonds marins. Le Japon reposait sur son dos. Le dieu Kashima cloua le poisson géant au sol à l'aide d'une pierre. Mais si Kashima relâchait quelque peu son étreinte, le poisson se mettait à bouger, faisant trembler le Japon. On dit que les silures sont sensibles aux tremblements de terre.
Ce spécimen fut l'objet de toutes les attentions d'un scientifique, Motoi Ikeya. Pour Yoshiko Ikeya, sa veuve, ce poisson est très spécial. Le 23 février 2011, le comportement du silure a changé. Il ne voulait plus rien manger. On aurait dit qu'il était mort. Je pensais en tout cas que sa mort était imminente, car il était retourné sur le dos et flottait à la surface de l'eau, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Motoi Ikeya avait découvert pourquoi les silures sont si sensibles aux tremblements de terre. Voici une photo de mon mari et du dispositif de son expérience. C'est une équipe de la télévision qui l'a prise. Il a l'air heureux. Ses collègues étaient sceptiques et lui expliquaient que si l'expérience fonctionnait, elle ne pourrait pas sauver la vie de plus de 10 personnes sur 1000. Mon mari répondait que le nombre n'avait pas d'importance, qu'il voulait tout de même aider ces 10 individus et que s'il y parvenait, ses recherches auraient vraiment servi à quelque chose. C'est ce qu'il avait l'habitude de leur répondre. Shihiro Yamanaka a reproduit l'expérience dans son laboratoire. Il a été l'étudiant de Motoi Ikeya. À présent, je vais créer un champ électrique entre ces deux électrodes. Une batterie normale a une tension de 1,5 V. Mais la tension entre les deux électrodes sera seulement de 0,5 volts. Elle est très faible, et le temps d'impulsion aussi, 100 millisecondes à peine. C'est très court. Au moment où j'enclenche le signal, le poisson réagit immédiatement au champ électrique modifié. Maintenant, je mets mon doigt dans l'eau et déclenche une nouvelle fois le signal. Le poisson sent la différence. Mais moi, je ne la sens absolument pas. Le corps des silures est recouvert de cellules sensorielles spéciales qui leur permettent de sentir les champs électriques dans l'eau. Ces cellules servent surtout à détecter les proies. Les branchies des poissons produisent de légères impulsions électriques. Le silure les ressent, avec un temps de décalage, et localise la proie. Pour les Japonais, les chiens aussi ont un rôle spécial à jouer. L'île en compte environ 13 millions. Certains ont des aptitudes remarquables, dont le chien de la famille Kinkori. Cette chienne nous a rejoints il y a 6 ans. Nous avons tout de suite senti qu'elle était unique. Avant les tremblements de terre, elle présente toujours le même comportement. Elle se met sur le dos et agite ses pattes en l'air. Elle faisait souvent cela la veille du séisme, ou juste avant le séisme. Même 5 ou 6 jours, voire une semaine. Mais cela arrive régulièrement avant d'importants séismes. Je m'appelle Mitsuaki Ota et je suis professeur à la faculté de médecine vétérinaire. J'ai intégré l'université Azabu il y a 12 ans pour me consacrer à l'étude de la relation homme-animal. À présent, la chienne des Kinkori est trop malade pour réagir au séisme. Je voudrais savoir si les chiens et les chats sont sensibles aux champs électromagnétiques. Nous avons développé un appareil qui va nous permettre d'étudier cela.
Là-dessous se trouve un anneau en métal qui génère les champs électromagnétiques. C'est ici que la tension est la plus forte. Elle avoisine 30 volts par mètre. La tête des chiens se trouve à cette hauteur-là, où la tension est d'environ 20 volts par mètre. L'expérience peut commencer. Ota fait passer les chiens à travers les champs électromagnétiques. L'appareil est tantôt allumé, tantôt éteint, pour s'assurer qu'aucune autre stimulation ne vient fausser les résultats en influençant le comportement du chien. Est-ce qu'au moins l'un des chiens va ressentir le chant ? Aujourd'hui, il semblerait qu'Ota n'ait pas de chance. Le chat du bureau demeurant lui aussi sans réaction dans le champ expérimental, Ota suspend l'expérience. Les résultats du jour n'ont rien qui le surprenne. Nous pensons qu'en moyenne, seulement 12 chiens sur 500 sentent les ondes électromagnétiques. Cette faculté sensorielle est donc rare chez les chiens. Mais Mitsuaki Ota poursuit ses recherches. Il a d'autres projets pour ses amis à quatre pattes. Au sud de San Francisco se trouve le laboratoire de l'un des pionniers de la recherche séismologique. Je m'appelle Friedman Freund. Beaucoup sont sceptiques à l'égard de mes recherches qui proposent une approche absolument inédite des séismes. Cet échantillon de roche provient de la croûte terrestre profonde. Nous avons placé une électrode en cuivre ici. Une seconde électrode se trouve là. C'est à cet endroit que nous allons exercer une pression sur la pierre. Nous allons relier les deux électrodes par un ampèremètre et un courant circulera à l'intérieur de la roche. Personne ne savait cela auparavant. La presse est censée simuler les forces tectoniques entrant en jeu lors d'un séisme. Cette expérience donne à penser qu'un tel courant électrique pourrait circuler dans la croûte terrestre avant un tremblement de terre. Le fait qu'un courant circule dans cette roche est d'une grande importance. Ceci nous permettrait, par exemple, de comprendre ce que ressentent les animaux lorsque les plaques tectoniques s'entrechoquent. Est-ce que les animaux sentent l'électricité à proprement parler? Ou est-ce qu'ils sentent des ions, c'est-à-dire des atomes chargés électriquement et dégagés dans l'air par les courants souterrains? Est-ce ce qui déclenche ces comportements erratiques des animaux? Certains chercheurs veulent comprendre, par le biais d'une expérience sur des rats, comment les animaux réagissent aux ions libérés dans l'air. La véritable expérience est encore en cours d'élaboration. Je suis le professeur Dan Holly, de la faculté de biologie de l'Université d'État de San José. Nous avons conçu une expérience en laboratoire pour observer la façon dont les rats réagissent à des ions libérés dans l'air et à l'aide de quels mécanismes. Est-ce par l'odorat? Par le goût? Est-ce que les ions irritent leur voie nasale? Est-ce que leurs taux hormonaux sont affectés? Peu importe par quelle faculté. Est-ce que les ions déclenchent une réaction de stress ou d'alarme? Peut-être est-ce ce signal d'alarme qui est à l'origine de comportements inhabituels. Friedman, nous sommes en train de préparer une expérience fondée sur ta théorie de l'ionisation, par l'exercice d'une pression sur la roche. L'animal peut choisir l'endroit où il veut rester à tout moment. Les chambres A et B sont reliées par un conduit, qui va générer des ions négatifs ou positifs. Nous allons étudier les effets de ces ions sur les rats. La source d'ions sera active dans un seul des deux compartiments. 2 semaines après, nous la déplacerons dans l'autre compartiment, afin de pouvoir comprendre les éventuels comportements significatifs chez les rats.
À forte dose, les ions positifs pourraient avoir un effet néfaste sur les fonctions corporelles et le comportement des rats. Les chercheurs vont effectuer plusieurs essais pour déterminer si les ions peuvent causer des symptômes de désorientation, de migraine, de nervosité ou une sensibilité accrue à la douleur. Ces effets pourraient encourager les rats à changer de compartiment. Nous avons apporté le plus grand soin à la préparation de cette expérience, qui suit le protocole qui s'impose lorsqu'on souhaite réaliser une expérience contrôlée. Comme les rats ont le choix entre deux habitats différents que nous avons l'option de modifier, il y a de grandes chances pour que nous fassions des avancées dans la recherche sur le comportement animalier. Nous ne pouvons pas poser de questions aux rats, mais ils vont nous dévoiler ce qu'ils ressentent à travers leur comportement. Le 6 avril 2009, la ville de L'Aquila, en Italie centrale, est touchée par un séisme. 308 personnes meurent sous les décombres. Certaines zones détruites de la vieille ville continuent d'être interdites d'accès à cause du risque élevé d'effondrement. Le lac de San Rufino se trouve à 75 km de là. Chaque année, il est habité par des crapauds de mars à juin. C'est la saison des amours. Je m'appelle Rachel Grant, je suis biologiste et j'effectue des recherches sur les amphibiens. La chercheuse anglaise se rend au lac tous les ans afin d'étudier le comportement reproductif des crapauds. Elle a déjà recueilli un nombre important de données. Nous observons ces crapauds depuis 2006. En fait, leur comportement est très prévisible. C'est la nuit que les crapauds sont le plus actifs. Or, une semaine avant le tremblement de terre, plus rien n'est comme avant. En 2009, le comportement des crapauds a changé de manière radicale. Une nuit de pleine lune, j'ai réussi à compter 96 crapauds. La nuit d'après, il n'en restait plus que 2. Pendant 5 jours, je n'en ai plus vu aucun. Un mystère. Cette fuite a-t-elle quelque chose à voir avec le tremblement de terre? Un sismologue et inventeur fournit quelques premiers éléments de réponse. Je suis Giampaolo Giuliani. J'ai passé les 20 dernières années au laboratoire de physique nucléaire à Gran Sasso. Au total, les secousses ont duré 28 secondes. 28 secondes qui ont pu sembler une éternité. J'ai développé un appareil nommé le gamma tester qui permet de détecter le radon. C'est un gaz radioactif qui est dégagé lors de séismes de manière naturelle. D'après mes recherches, nous pouvons dire qu'une forte augmentation des concentrations de radon a toujours lieu avant un séisme. Jamais pendant, jamais après. Giuliani a installé 4 appareils. 48 heures avant le séisme, la concentration de radon triple soudainement. Pour Giuliani, il s'agit clairement d'un signe avant-coureur. Nous avons enregistré une très forte augmentation de radon entre le 4 et le 5 avril, dans des proportions jamais relevées jusque-là. Nous avons imaginé plusieurs facteurs susceptibles d'avoir causé la fuite des crapauds. Nous avons vérifié si le sol avait émis des gaz, comme le radon par exemple. Nous avons éliminé la plupart des hypothèses en analysant leur temps d'apparition. Les crapauds avaient déjà disparu 5 jours avant le séisme, mais le radon n'est apparu qu'après. Nous avons donc tendance à écarter son rôle dans le départ des crapauds. Nous avons finalement envisagé l'idée que les particules chargées électriquement avaient engendré une oxydation de l'eau. Les crapauds sont très sensibles aux mutations chimiques dans l'eau. L'oxydation peut être fatale pour les amphibiens. Des récepteurs spéciaux localisés sur leur peau transmettent le signal d'alarme au cerveau. Les crapauds s'enfuient.
l'oxydation de l'eau par les particules chargées émises par la Terre n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Friedemann Freund intègre la théorie de Rätschel dans sa série d'expériences. Nous avons voulu analyser la formation de peroxyde d'hydrogène. Pour ce faire, nous avons exercé une pression sur une extrémité de la pierre. À l'autre extrémité, nous avons placé un récipient d'eau. Le circuit est fermé pour permettre le passage du courant électrique. Cette expérience nous a permis de valider notre théorie. Lorsque les particules chargées ont traversé la pierre et pénétré dans l'eau, elles se sont oxydées. Grâce à cette expérience, Friedemann Freund a pu proposer une explication plausible à la fuite des crapauds. Après le séisme, les crapauds reviennent au lac. 3 jours plus tard, la moitié de la population est de nouveau là. Pour Rachel Grant, c'est la preuve irréfutable qu'il y a une corrélation entre la fuite des crapauds et le séisme. La biologiste prévoit de réaliser des prélèvements d'eau réguliers à l'avenir. C'est le seul moyen de vérifier sa thèse lors du prochain séisme. Une fois que l'on saura comment les crapauds réagissent, le développement de détecteurs adaptés sera possible. Des chercheurs taïwanais observent l'effet de particules chargées électriquement depuis longtemps, et cela dans l'espace. Le laboratoire pour l'ionosphère et la radiologie de l'Université centrale nationale est réputé dans le monde entier. Il y a eu de nombreux séismes en 1990, et ils ont tous été précédés de hautes densités d'électrons dans l'ionosphère. Je voulais comprendre la relation entre les deux. Notre projet Formosat 3 travaille avec 6 satellites d'observation à longue distance, capables de représenter et d'analyser l'ionosphère en 3D. Lors du grand séisme de 1999, les recherches avaient déjà commencé dans le laboratoire taïwanais. Les chercheurs n'avaient pas pu sonner l'alarme à temps, mais ils ont réussi à rassembler des données importantes et riches d'enseignements pour la sismologie. Les chercheurs ont remarqué que quelques jours avant le séisme, les satellites enregistraient une quantité moins élevée d'électrons dans l'ionosphère. L'après-midi du 4e, du 3e et du dernier jour avant le séisme, la densité a chuté de moitié par rapport à la normale. Elle est revenue à son taux habituel après le séisme. La pression énorme exercée sur la roche engendre des particules chargées positivement et des courants électriques qui se propagent en direction de la surface terrestre. Ces charges positives se répandent ensuite dans l'air, parallèlement au sol, jusqu'à atteindre l'ionosphère et modifier sa densité ionique. Nous avons pu décrire les phénomènes physiques annonciateurs du séisme grâce aux satellites et au séisme lui-même. Mitsuaki Ohata préfère néanmoins les canidés aux satellites. Son but est de permettre aux chiens d'avertir les hommes en cas de signes précurseurs de séisme. Il a créé un système pour former les chiens à cette fin. Quand un chien ressent les champs électromagnétiques, il aboie ou gratte le sol. Ce sont des signes que l'homme considère normaux et qu'il ne relève pas. Nous avons développé un système pour optimiser l'interprétation de ces signes. Lorsque le chien ressent une modification de champ électromagnétique, il tire sur sa laisse et obtient une récompense en faisant s'allumer une ampoule. Nous avons entraîné les chiens à travailler dans ce système. Utiliser les chiens du Japon comme déclencheurs d'alerte sismique, cette vision semble assez audacieuse. Mais certains animaux entraînés pourraient en effet signaler l'arrivée d'un séisme, permettant ainsi de sauver des vies humaines. Un système d'alerte sismique fondé sur des animaux ne semble être qu'une question de temps.
même si certains chercheurs rechignent encore à le reconnaître. On peut toujours mettre les crapauds en relation avec les séismes ou avec les évolutions de l'économie. De là à établir un lien entre les deux. Les géophysiciens n'apprécient pas spécialement que les animaux soient plus doués qu'eux pour anticiper les séismes. Nous ne devrions pas nous fier au comportement des animaux pour prévoir un séisme. Quand les animaux ressentent effectivement quelque chose, il faut que nous soyons à même de le mesurer avec nos instruments et avec plus de précision que les animaux. Il nous arrive de faire mieux que Dame Nature. Je pense que dans le futur, on pourra combiner différents procédés comme l'observation du comportement animalier, la mesure de l'ionisation dans l'air et la diffusion d'ondes électromagnétiques provenant du sol. À cela, on peut ajouter 5, 6, 7 autres éléments pour arriver à un système de prévision sismique efficace. Voici venu le temps d'un court-métrage. Le petit film qui sait divertir comme un grand. Un petit tour et puis s'en va dans un instant. À l'ombre des saris ou sur la pelouse, je vais jouer avec des filles. Jess va droit au but. Joue la comme Beckham, une comédie pleine de fougue, ce soir à 20h40. Je dois répondre, désolé. Les enfants. Eric à l'appareil. Eric Winter de la brigade criminelle. Putain, tu fais chier, Eric. Je te balance un super contact et tu fous tout en l'air. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as foutu? C'était la Saint-Jean. Père de famille sexy et super flic aux méthodes limites, il assure le commissaire Winter. Prochainement sur Arte, notre nouvelle série suédoise. Et tout de suite, dans le fil de nos programmes, s'est faufilé le petit court-métrage que voici.